Alors, bonsoir et bienvenue au Zoom de ce soir. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui concerne en fait le plaisir de l'accompagnement qui s'adressera aux personnes qui sont dans l'enseignement, qui aujourd'hui pensent peut-être à faire une reconversion ou à pratiquer l'enseignement différemment ou à rester toujours dans le métier de l'éducation tout en œuvrant de manière différente. Alors, je vais partager avec vous mon écran pour vous illustrer de quoi nous allons parler donc ce soir. Le thème de ce soir, donc ça va être fini le stress et bienvenue au plaisir de l'accompagnement. On va parler tout d'abord donc du stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? On va parler également d'un phénomène qui est assez connu aujourd'hui dans les métiers euh, qui concernent enfin, l'enseignement en particulier et d'autres métiers qui est le burn-out. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Et malheureusement, c'est une maladie, enfin, c'est pas une maladie, mais c'est un syndrome qu'il va falloir vraiment euh, mettre en face et connaître. Et puis, on va parler des postures, la posture de transmettre et la posture d'accompagner. Puis, on va parler de quitter ou accompagner en parallèle. Quel est le choix pour lequel il serait mieux d'opter? Et puis, on va parler de ce que vous allez apprendre une fois que vous allez être coach scolaire, donc la relation d'aide. Et puis, nous allons parler des possibilités offertes par le coaching scolaire aujourd'hui. Et puis, on va parler de la double certification coach de vie et coach scolaire. Pourquoi opter pour cette double certification? Alors, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce que le stress? Souvent, dans mes séances de coaching, quand je pose la question, qu'est-ce que le stress? Souvent, on me donne beaucoup de réponses, sauf la réponse juste. Alors, on me dira, le stress, c'est une sensation bizarre, c'est une sensation de mal-être, c'est quand on n'est pas bien. On donne beaucoup de phrases pour décrire le stress, mais en fait, ce que je donne toujours comme réponse, c'est que le stress en lui-même veut rien dire. En fait, le mot stress est un mot bateau pour lequel on veut tout dire et rien dire en même temps. C'est le genre de mot qui s'installe dans la société pour décrire un phénomène, mais qui se présente sous différentes façons. Et le problème quand il s'agit de phénomènes psychologiques, d'un état, quand vous décrivez mal un état, votre cerveau n'a aucun moyen d'aller régler cet état-là. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, je suis malade et vous ne savez pas ce que vous avez, vous n'avez aucun moyen de pouvoir aller vous soigner parce que vous ne savez pas ce que vous avez et vous ne pouvez même pas savoir chez quel médecin vous pouvez aller si vous ne savez pas où est-ce que vous avez mal exactement. Ben, c'est exactement ce qui arrive avec le stress, c'est-à-dire que les personnes se disent, voilà, j'ai mal, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Alors qu'en fait, il s'agit d'états émotionnels, mais états avec S, c'est-à-dire des états émotionnels, et souvent ils sont plusieurs, c'est un cocktail, enfin, j'appelle ça un cocktail émotionnel. Et cet S, il faut le définir. Alors, il y a des personnes, le stress, c'est des peurs chroniques ou une sorte de peur avec ses variantes de l'angoisse, de la frustration, de l'anxiété. Pour d'autres personnes, c'est une colère mélangée avec de la peur, avec un peu de tristesse aussi. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement de la fatigue, un épuisement, enfin, une fatigue physique, voire un épuisement psychologique. Et si c'est l'un ou l'autre, ce sont deux choses différentes. Alors les gens ont tendance à dire, mais c'est presque la même chose. Mais en fait, non. Si j'ai de la peur, le travail que je vais faire sur la peur n'a rien à voir du travail que je vais faire sur la colère ou sur la tristesse ou sur la fatigue. Ce sont des approches complètement différentes. Alors, ce que j'ai envie de dire ici, pourquoi on va parler du burn-out, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent du stress, de, du fait qu'ils ont du stress, alors qu'en fait, c'est pas du stress. Enfin, c'est du stress, on garde le mot, mais c'est surtout de la fatigue. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'une fatigue chronique. Alors, c'est quoi la fatigue chronique? C'est tout simplement le fait de se sentir fatigué presque tous les jours et plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas une condition humaine normale. Alors, cette fatigue chronique induit ensuite ce qu'on appelle un épuisement. Alors, un épuisement, c'est tout simplement une fatigue très profonde qui commence à ne plus toucher uniquement
le corps, mais également l'esprit. C'est-à-dire que je commence à avoir des problèmes d'oubli, je commence à être très irrité, je commence à ne plus tolérer certaines personnes, certaines conversations, ne plus avoir envie d'aller dans des endroits. Euh, c'est une vraie fatigue émotionnelle. Donc, c'est un épuisement. Alors, quand cet épuisement est très prolongé, eh bien, ça aboutit à un burn-out. Un burn-out, en fait, un burn-out, c'est tout simplement un épuisement total, c'est-à-dire que la personne, ça a les mêmes symptômes qu'un, qu'une dépression. C'est exactement les mêmes symptômes d'une dépression. Beaucoup de personnes ont découvert le burn-out durant le confinement. C'est exactement les mêmes symptômes, c'est-à-dire l'incapacité à exécuter des tâches quotidiennes, l'incapacité à continuer à les travailler, donc des irritations profondes, des idées noires, voire même des idées suicidaires, voire même des fois des phénomènes de déréalisation, c'est-à-dire que la personne sent qu'elle n'est plus exactement dans la réalité. Et c'est tout simplement parce que nous avons deux batteries énergétiques. Nous avons une qui gère notre quotidien et l'autre qui gère nos fonctions vitales. Et quand l'épuisement est prolongé, en fait, on épuise la batterie de l'énergie de travail et puis, on va aller aussi épuiser l'énergie de la batterie vitale, ce qui fait que certaines de nos fonctions vitaux commencent à avoir des problèmes. C'est-à-dire, on commence aussi à avoir des problèmes physiques, physiologiques, problèmes d'estomac, les intestins, la peau qui commence à en souffrir, et puis des problèmes cardiovasculaires, des migraines. Et bien évidemment, une des premières choses qu'on ne perdons, c'est notre système immunitaire qui devient fragile et aussi notre système psychologique, immunitaire, psychologique, de défense psychologique. Et donc, n'importe quelle idée noire peut m'envahir et m'habiter et vraiment provoquer beaucoup de dégâts. Et malheureusement, en fait, dans le métier de l'enseignement, de plus en plus de personnes vivent ces périodes-là de burn-out et d'épuisement qui ne sont pas uniquement dues au travail, mais dues à une sorte de fin de carrière, une envie de vouloir changer, de vouloir passer à autre chose parce que aujourd'hui, on le sait, avec les conditions de vie actuelles, l'issue pour beaucoup de personnes, c'est de faire une transition professionnelle. Il y a une fin de vie professionnelle et aujourd'hui, les fins de vie professionnelles sont assez prématurées. C'est-à-dire, on pense passer 40, 50 ans dans un métier et au bout de 15, 20 ans, on sent que c'est bon, on a tout donné, on a besoin de se régénérer. Et en fait, l'être humain, c'est un peu comme la terre, une des façons avec laquelle les agriculteurs donc régénèrent la terre, c'est en changeant les, euh, les, euh, les graines ou les légumes ou ce qu'ils mettent dans la terre. Et ce changement-là fait que la terre, elle revit différemment. Dans notre vie, pour beaucoup de personnes, ils ont besoin de refaire cette régénération. Et souvent, ces personnes-là sont appelées par une voix, et je parlerai uniquement à ces personnes. Bien sûr, les personnes qui se retrouvent encore dans l'enseignement ne sont pas concernées par cette réflexion, mais on parle des personnes qui voudraient faire une reconversion ou de revoir leur carrière de l'enseignement. En fait, c'est souvent des personnes qui ne veulent pas quitter ce beau monde des jeunes, des élèves, des étudiants, mais tout simplement la posture de transmettre ne leur va plus, c'est-à-dire ils ressentent une grande monotonie dans les programmes et on le sait aujourd'hui, et c'est encore plus imposant qu'avant. Il y a beaucoup moins de flexibilité, beaucoup moins de capacité à agir sur les programmes. Aujourd'hui, les programmes sont obsolètes, beaucoup de programmes sont obsolètes. Du coup, euh, les enseignants savent qu'ils sont obsolètes, les élèves savent qu'ils sont obsolètes, que ce sont des matières qui ne servent à rien, qui ne servent plus, où il y a des ressources beaucoup plus intéressantes et on s'entête à vouloir apprendre toujours de la même façon et ça cause beaucoup de problèmes de démotivation. Et du coup, aujourd'hui, on remarque qu'il y a des enseignants qui veulent donc quitter cette posture-là pour intégrer donc la posture de l'accompagnement, qui est en fait une posture qui est différente. Donc, tout en restant dans le domaine de l'éducation, tout en permettant aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel, tout en leur permettant donc de retrouver leur joie
d'apprentissage, de prendre en main, de découvrir leur leadership et leur monotonie, leur autonomie en apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus d'enseignants et c'est de ça que j'aimerais vous parler donc dans ce Zoom. Alors l'idée, est-ce que ça veut dire que je suis obligé de quitter? Non, pas forcément, mais c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait en parallèle, c'est-à-dire que on pourrait garder donc sa première posture de transmission au moins pour une période et puis travailler sur cette nouvelle posture qui est la posture de l'accompagnement. Et en fait, l'accompagnement ici veut dire que je n'ai plus rien à transmettre. En fait, je ne deviens plus le centre d'attention, mais le centre d'attention va se déplacer et le centre d'attention, ça va être mon élève, mon étudiant, euh, que je vais accompagner pour que lui, il atteigne la réussite. Dans le système traditionnel, en fait, la réussite, elle est plus liée à l'enseignant. L'enseignant, il réussit une leçon, il réussit à transmettre. Alors, dans l'accompagnement, c'est l'inverse. Ce n'est plus l'idée de l'enseignant qui réussit, mais de l'élève qui acquiert, qui réussit à apprendre, qui réussit à découvrir, qui réussit à acquérir. Et on est plus dans cette philosophie de réussite par l'enseignant, par l'élève, que la réussite par l'enseignant. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut parfaitement faire si les lois du pays le permettent en parallèle ou de pouvoir donc reprendre une nouvelle posture à l'école. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles permettent d'avoir cette flexibilité, donc de demander un travail en parallèle, de demander un projet au sein de l'école et donc pouvoir réduire les heures de l'enseignement au détriment des heures de l'accompagnement. Et ça, on apprend à nos lauréats de le faire au sein des écoles. Alors, quand on va dans cette voie-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on développe d'abord une expertise, et ça, c'est très important à savoir, c'est qu'on développe une expertise en termes de relation d'aide. Alors, la relation d'aide, on croit souvent que c'est une relation qui consiste juste à avoir de la bonne volonté. Non, c'est une relation qui est bien ordonnée et où il y a donc où il y a des règles, où il y a des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir aider. On ne peut pas venir aider comme ça n'importe quelle personne juste parce que nous avons l'envie de le faire, mais en fait, on aide parce que on sait le faire. Et l'idée ici, c'est de pouvoir donc développer cette expertise et c'est la première chose à travers laquelle on accompagne donc les lauréats à nos formations de coaching et de coaching scolaire. Donc, on les accompagne à développer donc les règles de base et les compétences nécessaires et bien évidemment les outils nécessaires pour avoir cette deuxième approche qui est celle de l'aide au lieu d'être dans l'approche de transmission. Alors, donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet donc d'exercer donc cette expertise dans la relation d'aide, permet donc de développer cette approche qui est nouvelle aujourd'hui, qui est le coaching scolaire. Alors, le coaching scolaire, c'est quoi? C'est tout simplement le fait donc d'accompagner un apprenant, quel que soit son âge et quel que soit son domaine, sans que nous soyons nous-mêmes donc dans cette expertise ou dans ce domaine de l'apprenant. Et l'idée, c'est que l'apprenant, il va formuler un objectif qu'il voudrait atteindre. Et donc, à travers cet objectif, que ce soit un problème ou une destination, nous allons être dans une démarche d'accompagnement. Donc, on va faire un chemin ensemble sans que je sois, donc, moi, la source du savoir ou de l'expertise, mais tout va sortir du client. On appelle le coaché, le client ou le champion dans le cadre donc, de l'accompagnement tout va être à la base, ça va sortir en tout cas de mon client, c'est-à-dire je vais utiliser ces ressources, ce qu'on appelle les ressources internes et externes. Donc, je vais exploiter ces ressources afin que nous puissions donc développer donc, les compétences nécessaires chez ce coach. Alors, à Learning Coach, nous avons identifié 9 compétences d'apprentissage. Et pour nous, dans notre philosophie de travail, c'est que l'apprentissage est un métier. En fait, on oublie, on croit que l'apprentissage est quelque chose d'inné. En fait, l'apprentissage est quelque chose d'inné, mais uniquement avant l'âge de 6 à 7 ans. Donc, l'âge de l'enfance où l'enfant est vraiment une éponge.
À partir de 7 à 8 ans, et les enseignants savent ça, à partir de l'âge de 8 ans, bah, l'enfant commence à développer des résistances, commence à se demander pourquoi je vais apprendre ceci, cela. Mais dès qu'on arrive à l'âge de puberté, donc 12 à 13 ans, donc l'âge où on devient donc pubère, c'est-à-dire on devient jeune adulte, on commence à rentrer dans l'âge adulte, et bien là, on devient un adulte, et du coup, l'apprentissage, ici, il n'est plus du tout inné, ça veut dire il devient acquis. Et là, ce ne sont plus les règles de l'apprentissage des enfants qui doivent être appliquées, ce sont les règles d'apprentissage d'adultes. Et un adulte doit apprendre, donc c'est un apprentissage qui devient acquis. Et donc l'apprentissage pour nous est un métier que l'élève doit apprendre. Et d'ailleurs, Tony Buzan, depuis les années 70, Tony Buzan, un expert de l'apprentissage, d'ailleurs, un des rares au monde qui s'est spécialisé dans ce domaine-là, qui apprend aux élèves depuis les années 90 et 80-90. Il avait fait une enquête. Il a trouvé que dans plusieurs pays développés, notamment même le Japon, aux États-Unis, on n'apprend jamais aux élèves la méthodologie de travail. Donc, les méthodes de révision, d'apprentissage, ce qu'on appelle les méthodes d'apprentissage, ils ne sont jamais abordés dans les écoles. Eh bien, c'est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que on vous a jamais appris comment mémoriser une leçon, comment apprendre un cours de physique qui est différent d'un cours de maths, qui est différent d'un cours d'histoire géo. On vous a jamais appris comment l'information s'absorbe. On vous a jamais dit comment votre cerveau fonctionne. On vous balance des cours et on vous dit, voilà, il faut les apprendre. Alors qu'aujourd'hui, les neurosciences ont pu développer beaucoup de connaissances sur le cerveau. Ça reste encore très limité, mais qui divulgue beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a plusieurs études qui ont démontré que, par exemple, les ados ne peuvent pas travailler avant 9 heures. Si un adolescent doit faire un travail intellectuel, c'est des adolescents en pleine croissance. Leur sommeil est très lourd, ils dorment beaucoup, ils ont besoin de dormir beaucoup. Et du coup, ils ont fait des recherches, c'est-à-dire statistiquement, la majorité des adolescents ne doivent aller à l'école qu'à partir de 9 heures et ne doivent commencer leurs cours qu'à partir de 9h30. Beaucoup d'adolescents, et notamment les filles, leur chamboulement hormonal touche énormément leur capacité donc à se concentrer durant cette période-là, notamment aussi pour les garçons, pour d'autres raisons. Et du coup, toutes ces connaissances, le rythme circadien, notre rythme biologique est différent. Il y a des élèves qui sont nocturnes, d'autres qui sont matinaux, et du coup, nous avons des capacités d'apprentissage qui diffèrent dans la journée. Et puis, il y a l'alimentation aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'aliments dégradent les capacités cognitives des élèves, notamment la consommation des sucres et des gras saturés. Et c'est ce que beaucoup d'adolescents consomment aujourd'hui. Et du coup, quand on mange ça, par exemple, à midi, il est presque impossible de pouvoir se concentrer l'après-midi, chose qui arrive souvent. Et du coup, toutes ces connaissances, tout ce bagage scientifique et empirique aussi par expérience n'est pas transmis à ces jeunes. On dirait que chaque génération doit se débrouiller toute seule. Et rarement les enseignants qui vont donner des techniques d'apprentissage. Par exemple, quand les jeunes viennent me voir et me disent, voilà, j'ai du mal à me concentrer le soir, je leur dis, alors c'est quoi les horaires de cours? C'est encore des écoles. Bon, maintenant, après le Covid, en tout cas au Maroc, ça s'est arrêté. Il y a beaucoup d'écoles qui faisaient de 8h midi, 14h, 18h. Même aujourd'hui, on fait 8h, 16h et après 16h, des élèves ont des activités. Donc, ils rentrent à 18h, 19h, ils mangent. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de... Si tu démarres ta journée à 8 heures du matin, à 7 heures, tu es debout. À 19 heures, tu as déjà fait 12 heures, en plus avec tout le chamboulement de la vie des jeunes et leurs problématiques sociales et ainsi de suite. C'est très difficile d'avoir la même concentration dans la journée. Et du coup, par exemple, rien de reconnaître ça, bah, les jeunes, ils disent oui, c'est vrai. Et donc, il faut trouver des solutions. Ça, c'est un exemple. Et du coup, pour nous, l'apprentissage est un métier qu'on doit enseigner aux élèves et aux étudiants et qu'on doit aussi apporter enfin, aux élèves et aux étudiants et qu'on doit aussi apporter aux enseignants pour que les enseignants eux-mêmes
commence à regarder les élèves différemment et de leur permettre donc de travailler différemment et de se concentrer plus sur leur qualité d'apprentissage que sur la qualité de la transmission de la leçon. J'ai beau à faire une leçon magistrale extraordinaire, si l'élève lui-même n'est pas prédisposé à étudier, n'a pas la motivation pour, n'a pas la confiance en soi pour, n'a pas la concentration, n'a pas les capacités d'apprentissage nécessaires, eh bien, ma leçon, elle rentre là, elle sort là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le système scolaire souffre énormément à faire monter en compétence les élèves. Oui, il y a une grande inflation des notes, mais aujourd'hui, on le reconnaît. L'année dernière, il y a un grand scandale en France par rapport au concours d'accès aux écoles d'agrégés et d'enseignants. Beaucoup donc de licenciés font énormément de fautes d'orthographe en France. Aujourd'hui, pas mal d'universités françaises imposent les cours de langue, donc de remédiation linguistique en France, en français, pour des étudiants français parce qu'il y a un problème de transmission de compétences, parce que le système aujourd'hui est un peu en décalage par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, c'est ce qu'on développe comme connaissance et comme perspective quand on est coach scolaire. Quand on est coach scolaire, en fait, on devient un accompagnateur pour développer le métier d'apprentissage chez l'élève et l'étudiant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle, hein, qui est très ancienne, mais que certainement on sera amené à faire parce que les élèves ont cette capacité de développer ce métier, mais il va falloir leur donner les bons outils. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à l'école, c'est comme si on demande à un menuisier ou à un cuisinier, enfin, pas un cuisinier, mais à quelqu'un de cuisiner, de devenir un cuisinier, alors qu'il n'a jamais pris de cours de cuisine. Et du coup, bah, on a des catastrophes. Et même quand il arrive à cuisiner, c'est bâclé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vous aider à développer donc cette approche? C'est qu'on vous forme d'abord donc au coaching de vie à un point très important. Ça pourrait sembler déroutant, mais en fait, parce que quand vous allez être coach scolaire, vous allez être d'abord coach et ce mot coach va vous amener à devoir coacher, donc coacher n'importe quelle personne, que ce soit un élève, un étudiant, un, un apprenant, quel que soit son âge et sa difficulté. Mais si vous ne faites que du coaching scolaire, vous serez amené à choisir que cette catégorie-là. Alors que si vous êtes aussi coach, vous serez amené à coacher également les enseignants sur des problématiques de vie. Vous serez même amené à coacher ces élèves, ces étudiants sur des problématiques de vie. Donc, vous devez d'abord être un coach généraliste, donc un coach de vie qui est capable d'accompagner sur toutes les problématiques de vie et toutes les problématiques professionnelles et ensuite développer les outils spécifiques pour pouvoir faire cela. Alors, comment on vous accompagne ou comment on vous aide à développer ce métier? Tout d'abord, donc, pour nous, ce qui est très important, c'est d'évaluer votre projet professionnel. Il est très important pour nous de savoir qu'est-ce que vous faites actuellement, pourquoi vous voulez faire du coaching scolaire, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui. Donc, on commence dès le début. Qu'est-ce qui vous stresse? Pourquoi vous voulez faire ce changement? Donc, on commence par cette situation et puis on voit qu'est-ce qui vous motive. Est-ce que vous êtes vraiment motivé par cette idée de l'accompagnement? Et à travers donc un questionnement, quand notre conseillère ou notre consultante en progression professionnelle va pouvoir faire avec vous. Donc, une fois votre projet est validé pour nous, eh bien, on vous expliquera la démarche à suivre pour pouvoir donc vous certifier sur ces deux formations, donc coach de vie et ensuite coach scolaire. Et cette double certification vous sécurise et vous permet également de pouvoir aller vous spécialiser sur d'autres types de coaching, notamment le coaching parental, et vous pouvez même aller vers le coaching des organisations, aller aussi vers le coaching de couple et d'autres spécialités si vous le désirez. Vous aurez déjà le socle commun qui est celui de coach de vie. Alors, la formation se déroule en ligne et pour le coach de vie, c'est un blended learning, donc c'est un apprentissage mixte entre la formation donc, en ligne, on vous donne de la théorie et puis on se voit pour pouvoir faire de la pratique, pour pouvoir vous certifier. Pour le coaching scolaire, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait uniquement en ligne parce que là, on va vous transmettre des outils. Bien évidemment, on a des événements durant lesquels on se rencontre. En étant encore étudiant avec nous, en étant lauréat, on vous accompagne tout au long du développement de votre projet.
Voilà, donc c'est tout ce que nous avons à vous dire pour ce Zoom. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire, si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous pouvez aller sur le lien en bas de la vidéo. Sinon, juste vous nous laissez votre numéro de téléphone et on vous contactera avec un grand plaisir. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt, peut-être en salle de formation. À très bientôt.